bonjour à tous. Merci au docteur Sotchit de nous donner la possibilité de présenter ce matin. Donc on va vous parler d'un sujet un petit peu différent, si je puis dire. On va parler de la narration au cœur des sciences infirmières. Donc je vais d'abord, dans un premier temps, poser un peu le décor, le contexte. Et qu'est-ce qui fait l'intérêt de travailler sur cette narration au cœur des sciences infirmières et aussi, de manière directe au cœur des soins infirmiers. Et ensuite, Jean Toniolo va vous présenter les résultats d'une étude. Alors, il n'est pas dans le contexte de l'obésité, peu importe. On voulait vous faire voir vraiment comment on peut aller au cœur des discours des patients et qu'est-ce qu'on peut recueillir sur le terrain pour pouvoir adapter au mieux la prise en charge. Donc la narration, au cœur des sciences infirmières, en tant que science, les sciences infirmières, elles possèdent un savoir organisé, constitué de modèles de soins, de théories de soins, de concepts, qui va nous permettre d'analyser les situations de manière très large et proposer, en tout cas nous c'est notre cœur de métier, de proposer des stratégies d'accompagnement à la croisée de plusieurs disciplines, puisque souvent on emprunte des éléments en psychologie, en anthropologie, en sociologie, etc., pour répondre au plus près des besoins des patients. Donc ça repose, comme je venais de le dire, sur une prise en charge holistique, donc une prise en charge globale, bio-psycho-sociale, ça a été dit tout à l'heure, incluant la prise en compte du patient dans sa globalité, dans son contexte de maladie, son environnement, et ça inclut aussi les proches de ces patients. Et souvent dans les soins, et encore plus, je trouve à l'heure actuelle, dans le contexte hospitalier dans lequel on travaille, qui est très contraint, entre les diagnostics, les patients arrivent, les diagnostics, les traitements, les protocoles, on soigne le problème, on met l'accent sur un problème pour le patient, et il y a quelque chose que parfois on oublie ou qu'on met un peu de côté, peut-être par manque de temps, qu'on entend trop faiblement, c'est la voix du patient. Et cette voix, c'est vraiment un outil de soin. Ce pont-là entre la technique et l'humain est un levier essentiel pour les sciences infirmières. Donc l'approche narrative en sciences infirmières, elle permet de mieux comprendre les besoins, je l'ai déjà dit, d'ajuster les soins, de créer un lien de confiance entre le soignant et le patient. Ça va favoriser pour le soignant une pratique réflexive sur la situation qu'il est en train de gérer. Ça affine son raisonnement clinique, son jugement clinique, sa posture éthique pour prendre en charge ce patient. Et en valorisant cette voix du patient, on redonne vraiment du sens aux soins. On passe ce qu'on appelle d'un acte technique, le cure, à une relation de soins qui est plus le care, d'un protocole à une rencontre, de la gestion d'un problème à une rencontre, et intégrer donc cette voix du patient dans la pratique infirmière, c'est aussi reconnaître le patient, non seulement comme un corps à soigner, mais vraiment comme une personne à comprendre sa situation. Pierre Jésus l'a dit, comprendre son histoire de vie et voir comment on peut s'approcher au plus près. Et on le sait, je l'ai dit tout à l'heure par rapport au contexte hospitalier à l'heure actuelle, mais dans un monde où l'efficience, la rapidité dominent souvent les pratiques, réhabiliter la parole du patient, c'est réaffirmer une valeur fondamentale des soins, des sciences infirmières, et aussi la reconnaissance de l'autre, du patient, dans sa globalité. La narration, c'est un outil thérapeutique. Une démarche qui place l'histoire du patient au cœur du processus du soin. On est vraiment sur l'individu, son vécu, sur son histoire singulière. Alors bien sûr, ça induit de répondre aux besoins un peu spécifiques de chacun. Cette histoire qui influence sa manière de vivre, sa maladie, de percevoir les soins, et d'interagir avec nous. Elle permet de mieux appréhender la complexité de son vécu, son rapport à la douleur, par exemple, à sa dépendance, à son corps malade, mais aussi à ses valeurs, ses croyances, ses ressources personnelles. On le verra tout à l'heure dans l'exemple qu'on va vous présenter. Et on sait très bien que parler, se raconter, être écouté, ça a vraiment un effet thérapeutique reconnu. Pour de nombreux patients, exprimer ce qu'ils vivent permet de mieux faire face aussi à la maladie,
on le verra, de structurer leurs pensées et d'extérioriser leurs besoins, leurs peurs, voilà, et de donner du sens donc, à ce chemin ou à ce parcours de soins. Et là, on va jouer un rôle essentiel pour ce patient. Ça transforme le regard du professionnel aussi, parce que là, on a beaucoup parlé du patient, mais ça permet de regarder voilà, différemment sa pratique aussi, parfois de se remettre en question en écoutant les récits des patients, se dire, bon, est-ce que franchement, j'ai été bien adapté ou pas aujourd'hui pour ce patient, quand on est vraiment en posture d'écoute. Ça permet aussi, il ne s'agit pas voilà, d'opposer la narration aux données cliniques, hein, on n'est pas sur ce discours-là. Les deux se complètent et s'articulent, donc il ne faut pas opposer tout ce qui est du traitement médical au reste, au vécu du patient, et l'approche narrative, elle enrichit la compréhension de la situation de soins, elle apporte fondamentalement une dimension humaine, elle permet de co-construire vraiment avec le patient son chemin thérapeutique. 2 points avant de vous présenter l'étude. On voulait vous présenter un peu les aspects méthodologiques pour rapidement, hein, vraiment d'un point de vue macro, mais ça a été dit un petit peu tout à l'heure par rapport à l'histoire de vie, comment on peut aller récupérer cette narration, ce vécu, et comment on peut analyser, travailler dessus. Donc c'est une méthode purement qualitative, donc qui rejoint les sciences humaines et sociales, avec différentes manières d'aborder ce discours, des entretiens semi-directifs, notamment aussi le récit de vie, l'histoire de vie sous forme d'entretien non directif, l'écriture. On le verra tout à l'heure, il y a des ateliers d'organiser. Et voilà cette petite phrase de Berthaud, qui est un sociologue, et qui, il y a bien longtemps, avait dit « Le récit de vie constitue la voie royale pour accéder à la subjectivité de la personne, c'est-à-dire à ce qui fait d'elle autre chose qu'un agent ou un objet, un sujet au sens philosophique du terme, un sujet doué de conscience et de volonté, un sujet réfléchissant et agissant. » Et puis, cette méthode qualitative, alors on ne l'oppose pas du tout à la méthode quantitative. Hein. La méthode quantitative, on va plutôt contrôler, mesurer, évaluer, comparer, etc. La méthode qualitative, on va aller au cœur de la compréhension du vécu du patient. On va essayer de comprendre vraiment ce qu'il vit, son histoire, ses opinions, ses attitudes, son comportement. Donc là, on voit bien qu'on ne peut pas aller voilà, faire une étude, par exemple, randomisée, contrôlée, randomisée. On va vraiment aller faire, voilà, écouter le patient et recueillir son vécu. Donc, on va avoir une analyse de contenu avec des codages de thèmes, de sous-thèmes et de mise en perspective des verbatims du patient. On va le voir dans l'exemple. Et on va, voilà, travailler plus dans ce sens-là. Donc, je passe la parole à Jean. Alors du coup, je vais vous donner l'exemple d'une étude qui a eu lieu en hématologie au CHU du Mauges sur l'impact finalement de l'annonce d'un cancer hématologique. Alors très rapidement, le cancer, vous le savez, c'est la 2e cause de mortalité dans le monde. Les hémopathies malignes, ça représente 12% des nouveaux cas de cancer en France. Et ça diffère des cancers solides parce que finalement, il n'y a pas une tumeur spécifique quelque part à un endroit. Ils apparaissent souvent de manière très brutale et pour les patients, ils sont assez diffus, ce qui les rend difficiles à appréhender. On sait que le cancer, c'est une maladie chronique qui va impacter l'individu et l'entourage parce que ça les confronte au caractère éphémère de la vie, à une certaine vulnérabilité. Le plan cancer va promouvoir l'accompagnement familial qu'on connaît comme étant éprouvant et comme source d'un fardeau important. Et toute cette annonce de cancer, elle va impliquer des modifications, des conceptions profondes pour les individus qui relèvent en fait de ce qu'on appelle la spiritualité, le domaine spirituel. Et que ce soit la littérature, la Haute Autorité de Santé ou la DGOS, ils promeuvent justement la prise en charge de ces besoins spirituels des patients. Alors c'est quoi la spiritualité vraiment ? C'est l'attachement de la personne à ce qui l'inspire, lui donne fondement, les convictions, les valeurs, les expériences existentielles qui y sont associées, qu'elles soient de nature religieuse ou non, et ça c'est vraiment important de le noter. Et le soin spirituel, ça va être ce que vont mettre les soignants en place pour améliorer le bien-être spirituel des patients. Et ça inclut par exemple le renforcement des ressources ou des stratégies de coping. Tout ça, c'est globalement peu clarifié et intégré, sauf en soins palliatifs, où là, c'est très connu ces aspects, alors qu'il y a des enjeux a priori dès le début de la maladie. Globalement, on avait fait une revue de la littérature, il y a peu d'études qui s'intéressent au vécu et aux besoins spirituels des patients, même pas d'études qui s'intéressaient aux besoins spirituels des patients à qui on annonce un cancer hématologique. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'étudier ce sujet.
Donc l'objectif de notre étude, c'était d'écrire le point de vue et les besoins des patients ayant un diagnostic de cancer hématologique récent et de leurs proches envers la spiritualité. Derrière, de voir quelles étaient les caractéristiques et les pratiques de soins spirituels que pouvaient avoir les patients, et aussi de voir est-ce qu'ils avaient des attentes finalement des soignants, enfin envers les soignants par rapport à cette thématique-là. Donc Pascal a parlé de l'étude qualitative, donc c'est ce que nous avons réalisé. On avait associé aussi des questionnaires validés qui évaluent le bien-être spirituel, la qualité de vie, la charge en symptômes. Et on a interrogé du coup 10 patients et 10 de leurs proches. Et ça, c'était modifiable en fonction d'un critère important en recherche qualitative, la saturation des données qui allait être obtenue. Donc on a screené 22 patients, 2 ont refusé à cause de la thématique, mais on a quand même pu repérer 10 patients et 10 proches qui ont voulu participer. Cette étude elle a été réalisée au moment du Covid et du coup il y a 4 des proches qui n'ont pas pu être interrogés. On avait 60% d'hommes, ils avaient 58 ans en moyenne, il y avait 4 personnes atteintes de lymphome et 6 personnes atteintes de leucémie. Et le temps depuis l'annonce était de 31 jours. Donc on était vraiment très proche de ce phénomène d'annonce. Globalement, ils évaluaient leur bien-être spirituel à 6,9 sur 10 et 70% des patients pratiquaient des médecines complémentaires et alternatives. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ? Les résultats ils sont présentés ensemble parce que finalement la vision des patients et la vision des proches elle était très proche et on a pu obtenir ce qu'on appelle la saturation des données. On retrouvait 3 perceptions de la spiritualité en tant que perception religieuse. Finalement les patients ils disaient la spiritualité pour moi c'est la religion, c'est croire en Dieu, tout ça. Et ça c'est ce qu'on a vu que c'était lié à une problématique de vocabulaire qui est importante et qui a été soulevée dans tous les entretiens finalement. La spiritualité en France en tout cas c'est souvent relié au domaine religieux. Il y avait la spiritualité en tant que perception non religieuse. Il y en a qui expliquaient ma spiritualité, c'est faire comme j'ai envie, c'est être autonome, pouvoir choisir pour moi-même. D'autres qui se disaient athées. Et on avait une troisième forme de spiritualité, la spiritualité de connexion. Et les patients expliquaient, pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui concerne mon moi profond, c'est-à-dire en fait ce qui fait que je suis moi. Alors, ils parlaient du cancer et de l'annonce comme une maladie qui était omniprésente. Ils disent la première réflexion qui me vient le matin quand j'ouvre les yeux, c'est « je suis malade ». Et ces patients, et ils le reliaient très facilement à la spiritualité, ils imaginaient, ils identifiaient une origine psycho-émotionnelle au cancer. Ils disaient le cancer, c'est vraiment la preuve que je ne suis pas en harmonie avec moi-même, sinon je ne serais pas malade. J'étais en total déséquilibre avant qu'on m'annonce la maladie. Je pense que le lien est cérébral. Et en fait, le cerveau a exprimé dans mon corps finalement cette maladie. Et au moment de l'annonce, je n'avais plus de spiritualité. Ils reviennent tous sur cette apparition brutale et soudaine qui constitue un choc très violent pour eux. Et ils disent, voilà, ça m'est tombé dessus, c'était très violent. En termes de ressources, les patients avaient vraiment des ressources internes, des stratégies de coping qu'on connaît dans ces maladies-là, mais aussi des ressources externes, notamment l'intégration communautaire avec des phrases comme « ma famille, c'est mon oxygène ». Et sur le plan de la spiritualité, ils disaient « ma spiritualité, finalement, j'y trouve du réconfort. C'est une force, quelque part. Pour moi, son rôle, c'est de me donner, de me maintenir dans l'espoir. » Et cette notion d'espoir, on l'a retrouvée beaucoup dans les différents entretiens. Pour eux, le soin spirituel, c'était vraiment d'être avec quelqu'un qui soit capable de les accompagner, de leur faire comprendre le pourquoi de ce mal-être, de nettoyer leur âme, de la vider des trucs sales qui ont pu faire qu'ils n'étaient plus en accord avec eux-mêmes et finalement se pardonner. Alors, quelles étaient les attentes de ces patients? Alors, on retrouvait le besoin de transparence par rapport à la maladie, de clarté de l'information reçue, notamment en lien avec le pronostic vital, et on retrouvait l'attente d'un accompagnement spirituel. Finalement, il disait, à propos de l'entretien qu'on avait eu, des échanges qu'on avait eus qui duraient autour d'1 heure, ça m'a aidé. Ça m'a permis de synthétiser des petites choses, ça m'a fait du bien, du positif de prendre ce temps. C'était finalement important d'en parler, de prendre du recul. Et il disait, bon, je pense que votre travail est primordial, mais ça favorise vraiment le bien-être des gens. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de se décentrer de la maladie. On a un retour vraiment vers la personne, vers ce qu'elle est intrinsèquement, et pas seulement se limiter à la leucémie de la chambre 12. Et ce rôle, pour eux, pour les patients, il est identifié comme relevant de l'infirmière. Ils avaient aussi des attentes en termes de pratique, être accompagnés sur de la méditation, du yoga, des thérapies psychocomportementales. Tout ça pour les aider aussi à se décentrer du corps physique malade et revenir dans une réalité autre et du bien-être.
On a presque terminé. Donc, on retrouvait 3 visions de la spiritualité qui étaient rencontrées dans la littérature. L'amalgame spiritualité-religion était tout à fait retrouvé dans la littérature française. En tout cas, c'est vraiment lié à notre contexte socio-historique. On retrouve un profil plutôt non religieux, mais qui ne veut pas dire pas spirituel. Et ça, c'est en lien avec l'évolution sociologique liée à la religion, qui va de plus en plus vers des transcendances individuelles. On le voit avec toutes ces médecines alternatives et complémentaires et tout ce bien-être qu'on veut développer pour soi. Les infirmiers sont vraiment une ressource, et vu ce que vous a dit Pascal, c'est finalement pas étonnant vu la manière dont on prend en soin les patients. Et finalement, ce retour positif des patients, en disant l'étude que vous avez faite, finalement, c'est une forme de soin spirituel. Donc, que peut-on dire pour conclure? Que les besoins spirituels, les prendre en compte de manière précoce, c'est vraiment primordial. Il faut favoriser des moments d'expression de soi, aborder les notions de spiritualité, les questionner, leur demander de quoi ils ont besoin finalement, les écouter surtout finalement aussi, les soutenir dans leur pratique culturelle personnelle, quelle qu'elle soit, et les accompagner dans la pratique de ce qu'ils souhaitent aussi, finalement pour leur permettre de se recentrer sur eux en tant qu'humains et pas sur eux en tant que maladie. Et ça, c'est vraiment le champ de l'expertise de l'infirmier en oncohématologie. Finalement, l'approche narrative en sciences infirmières, pour conclure, elle redonne toute sa place à la subjectivité dans le soin. Elle valorise l'écoute, la relation, la compréhension du vécu pour un accompagnement qui soit humain, éthique et personnalisé. Et dans cette époque marquée de technicité, comme Pascal l'a évoqué, vraiment, c'est un rappel puissant. Soigner, c'est d'abord rencontrer l'autre dans son histoire. On vous remercie. Merci beaucoup.